Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Arthur Rimbaud est au cœur de l'histoire cet après-midi avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis ravi d'accueillir Jean-Pierre Guénaud pour évoquer le merveilleux Rimbaud et ses représentations. Je ne sais pas si vous avez récemment suivi l'affaire de la photo de Rimbaud adulte qui a été découverte et dont j'ai eu l'occasion de parler. Si ça n'est pas le cas, rassurez-vous, nous allons très vite vous mettre au courant. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Jean-François qui veut en savoir plus sur l'origine des noms Floride et Californie. Floride, Californie, deux territoires que n'aura pas foulé l'homme aux semelles de vent. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il est catastrophique. Il brûle toutes les étapes. Il vit au dernier moment. Il exige l'action immédiate qui va changer la vie radicalement. Urgence et intransigeance. Ainsi, Alain Borère décrit-il le personnage qui aujourd'hui va nous intéresser, c'est Arthur Rimbaud, dont la vie est en quelque sorte une parenthèse, puisque Arthur est né le 20 octobre 1854, à Charleville bien entendu, et qu'il est mort en novembre 1891, donc à 38 ans seulement. Et encore, toute son œuvre, cette œuvre qui ne sera publiée qu'à titre posthume, ai-je besoin de le rappeler, toute son œuvre est écrite avant l'âge de 20 ans. Le secret de cette œuvre fulgurante, c'est qu'elle a été composée en moins de 4 années, 1871, 72, 73 essentiellement, une période qui n'est pas neutre, puisque nous sommes politiquement dans un moment de grande remise en cause, c'est-à-dire qu'on est juste après la défaite de 1870, la Commune de Paris, etc. Et l'effet naturel, évidemment, de cette précocité, c'est d'avoir immortalisé Rimbaud dans la posture de l'éternel adolescent. Tous, nous avons à l'esprit le beau portrait photographique réalisé par Étienne Carjat vers 1872. C'est l'image sensible, c'est l'image juvénile, ébouriffée d'un adolescent de 17 ans, aux yeux clairs, puisque Carjat, de son propre aveu, a pris soin, a posteriori, d'éclaircir à l'aiguille les prunelles trop sombres de son modèle déposé sur la plaque sensible. Ce portrait que ne dément pas le pinceau d'un Fantin Latour, ni le portrait, instantané de Jeff Rossman, on y reviendra tout à l'heure. Ce portrait s'accorde à merveille au vers de ma bohème. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Ah là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Je savais tout cela comme vous, bien sûr, et à la fin de l'année dernière, lorsque j'ai fait paraître dans Match ce long article présentant un portrait inédit d'Arthur Rimbaud, je m'attendais bien à ce que certains soient un peu fâchés et se disent mais enfin Rimbaud doit rester l'éternel adolescent. Si j'en crois le nombre, si j'en crois la violence et l'entêtement des réactions que cet article aura suscité, j'avais sous-estimé néanmoins l'amour de milliers d'adeptes pour cette adolescence rimbaldienne. Voici en effet que le hasard et les circonstances me mettent en présence par l'intermédiaire de mon ami Carlos Lerèche avec une photo de Rimbaud, non pas le Rimbaud de 17 ans, mais celui de 24 ou 25 ans. Quelques années plus tard seulement, mais ce sont quelques années qui suffisent à transfigurer les faibles modernes en un bourgeois presque replet aux allures de commis voyageur, et c'est précisément là ce que ne pouvait pas accepter l'imagerie commune. Ça, j'aurais dû m'en douter, et je vous explique en un mot cette affaire. C'est dans un album de portraits photographiques ayant appartenu à la célèbre courtisane Liane de Pougy que Monsieur Lerèche est tombé sur le portrait d'un homme entre deux âges, au regard étrange que je pourrais définir à la fois de profond et d'absent. Le regard lointain d'un voyageur, d'une certaine manière. Ce regard, Carlos Lerèche est à peu près certain de l'avoir déjà vu, mais il ne sait plus exactement où, bien entendu. Il dispose néanmoins d'un indice.
Il se trouve que le collectionneur dont il a acquis enfin qui lui a légué plus exactement cet album photographique, c'était Jacques Guérin. Jacques Guérin, on pense que c'est lui en tout cas, avait discrètement inscrit dans le coin de certains clichés des initiales. Et en l'occurrence, on a les initiales AR. AR comme Auguste Rodin ou Auguste Renoir ou Arthur Rubinstein, que sais-je. En l'occurrence, Arthur Rimbaud. Carlos Lereich se dit que, évidemment, c'est Rimbaud, ça lui paraît une évidence. Alors, il se procure la célèbre photographie d'Étienne Carjat, où Rimbaud avait seulement 17 ans. Il agrandit les deux portraits pour les mettre exactement à la même taille, à la même échelle. Il imprime tout ça sur un celluloïd et il superpose les deux portraits. Alors si on fait abstraction des épis du gamin et de la moustache de l'homme fait, la correspondance est tout simplement stupéfiante. Même forme de visage, même courbure du menton, même front, mêmes arcades sourcilières, même nez, même position et même expression de la bouche, et mieux encore que tout cela, évidemment, ce regard incroyablement identique si l'on fait abstraction de l'éclaircissage du regard sur le portrait de Carjat. Carlos Lereich confronte le cliché de l'album au rare portrait de Rimbaud, portrait photographique ou autre d'ailleurs, notamment le fameux cliché d'Aden, retrouvé dans une brocante, rappelez-vous, en 2008, et plus il travaille, plus s'affermit sa conviction. Ce qu'il a retrouvé parmi les photographies de l'album de Liane de Pougy constitue un des seuls portraits existants à ce jour d'un Rimbaud qui a été saisi entre la jeunesse et l'âge mûr. Alors évidemment, il fallait vérifier tout ça. Alors on a fait vérifier l'origine de la photographie elle-même. C'est en l'occurrence Anne Cartier-Bresson qui a reconnu immédiatement le procédé courant dans les années 1880, procédé qui consistait à présenter les photos sous format d'une carte de visite. Le papier était albuminé grâce à une couche de collodion, comme une sorte de vernis. On embossait tout ça sur du carton, le nom, l'adresse du photographe tel qu'il figure au dos notamment, mais pas seulement du cliché. Alexandre Clément Crillon correspond, puisque tous les spécialistes connaissent Crillon qui s'était installé en 1884 au 36 de la rue Vivienne. Tout ça facilite la datation du portrait. Problème, les archives de la maison Crillon sont un peu dispersées, pas très faciles à consulter. Il y en a une partie à la Bibliothèque nationale de France, il y en a au musée d'Orsay. Il faudra bien un jour que quelqu'un aille y voir. Reste, en attendant, à recueillir l'avis des experts en analyse biométrique et physionomique. Et ça, là encore, ça c'était imparable. À partir du moment où des gens dont c'est le métier vous disent « il n'y a aucun doute possible quand on regarde les oreilles, quand on regarde les yeux, quand on regarde la forme du visage », c'est bien le même personnage, pourquoi voudriez-vous en douter? Non, il faut l'admettre, nous avons découvert un autre Rimbaud. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites redécouvrir l'univers du poète Arthur Rimbaud avec peut-être un autre Rimbaud découvert. Oui, alors nous allons évidemment avec Jean-Pierre Guénaud revenir sur ce cliché découvert par Carlos Lereich dans l'album photographique de Liane de Pougy. Je vous en redirai un mot tout à l'heure. Peut-être quand même que je vous resitue Rimbaud pour ceux qui le découvriraient. Ils ne doivent pas être très nombreux ceux qui le découvrent, mais enfin tout de même. Rappelez-vous qu'il était né donc en 1854, le 20 octobre, à Charleville-Mézières. La première figure forte de la vie de Rimbaud, c'est sa mère, bien entendu, cette Vitalie étonnante, à la fois avare, bigote et très représentative de l'ordre, en quelque sorte, aux yeux de Rimbaud. Les enfants vont grandir dans une sorte d'amertume et de solitude. Bien sûr que Rimbaud fuit le plus possible dans la lecture. À 7 ans, il lit le journal des voyages, il lit la Bible tout simplement. Il a besoin, nous dit Gérard Boer, besoin d'ailleurs. C'est un excellent élève, un écolier un peu rétif qui va s'épanouir au collège et à propos duquel son proviseur avait écrit, rappelez-vous cette phrase, « Rien de banal ne germe dans cette tête, ce sera le génie du mal ou celui du bien ».
À vous de choisir. Les premiers vers de Rimbaud en français. Je dis en français parce qu'il était par ailleurs excellent latiniste. Il était premier prix de composition latine au concours académique. Ses premiers vers en français datent de 1869. Il a donc une petite quinzaine d'années. Ce sont les étrennes des orphelins. La chambre est pleine d'ombre. On entend vaguement de deux enfants le triste et doux chuchotement. Vous savez, ça a été écrit par un Rimbaud adolescent. Et c'est l'année suivante en classe de rhétorique qu'il va faire cette rencontre déterminante pour lui et qui va sans doute jouer un rôle essentiel dans sa vocation de poète, ce professeur de rhétorique de 19 ans au caractère parfaitement anticonformiste et qui fait un peu penser au personnage du cercle des poètes disparus, vous savez, ce Georges Isambard qui va lui faire découvrir et Musset, et Gautier, et Baudelaire, et le comte de Lille, et Banville, et que sais-je. Alors on raconte toujours l'arrivée de Rimbaud à la gare du Nord, à Paris, accueilli par Verlaine comme si c'était son premier contact avec la capitale. C'est pas vrai en fait. Alors il faut toujours suivre ce que nous dit Delahaye là-dessus, qui est son ami. Là aussi, on y reviendra tout à l'heure. Rimbaud va faire connaissance avec Paris plutôt dès la fin du mois d'août 1870, c'est-à-dire dans une période on ne peut plus troublée à l'occasion d'une fugue. Et c'est ensuite seulement qu'il s'adresse à Verlaine sur les conseils d'Auguste Bretagne. Et vous connaissez la réponse célébrissime, là encore, de Verlaine. On a l'impression, en égrenant ainsi les souvenirs de la vie de Rimbaud, de feuilleter en quelque sorte un grand imagier de la poésie nationale. Verlaine répond à Rimbaud: vous êtes prodigieusement armé en guerre, venez donc, chère grande âme, on vous attend, on vous appelle, on vous désire. Il ne croyait pas si bien dire. Voici donc le jeune prodige, le poète le plus précoce de sa génération, accueilli à Paris en tant que poète et qui va d'ailleurs faire la connaissance de tous les milieux, non seulement littéraires, mais artistiques de la capitale. Il est hébergé chez les parents de Mathilde. Quand je dis Mathilde Verlaine, évidemment, la femme de Rimbaud. Autant dire les choses très franchement, ce premier séjour, disons, officiel de Rimbaud à Paris s'est soldé par un scandale. Et on va les voir, Verlaine et Rimbaud, ou je ne sais pas si on peut dire Verlaine transit à la suite de Rimbaud, courir tout le nord de la France et les Ardennes, etc. On les retrouvera jusqu'en Angleterre. On a l'impression que désormais, Verlaine et Rimbaud sont inséparables, voulant mettre un petit peu de distance entre eux et ceux qui les persécutent, c'est en tout cas la façon dont ils voient les choses. Ils se sont installés donc de l'autre côté de la Manche, et c'est l'époque où Verlaine est totalement préoccupé par un procès en séparation de corps que Mathilde lui a intenté. Ils vivent dans une misère qui ne facilite pas leur relation, bien entendu, et c'est une sorte de dispute permanente et de vie très difficile entre eux. Paul Verlaine a maintenant Arthur, on peut le dire, dans la peau. Il n'est pas à un chantage prêt pour tenter de l'avoir pour lui constamment. Alors c'est une sorte de jeu de chat et de la souris. Les lettres de Verlaine à Rimbaud nous apprennent d'ailleurs jusqu'où Verlaine était épris. On va y revenir ça aussi avec Jean-Pierre Guénaud tout à l'heure. On touche là un moment tout à fait crucial dans la vie de Rimbaud. Il est rentré dans la ferme familiale. Il commence à rédiger à ce moment-là une saison en enfer, qui est en quelque sorte à la fois l'apothéose et l'aporie de la démarche poétique de Rimbaud. Il y a quelque chose de clairvoyant quasiment dans ce qu'écrit Rimbaud à ce moment-là. Et peu de temps après, sur la frontière franco-belge, il va retrouver Verlaine. Et l'épisode qui suit, vous le connaissez, c'est cet épisode qui a été raconté 1000 fois et qui, depuis 1873, a tellement alimenté la chronique du scandale entre Rimbaud et Verlaine, puisque Verlaine va finir par tirer sur Rimbaud. Alors, il ira en prison, mais pas pour cette raison. En fait, c'est là encore, dans un premier temps, il faut dire que Rimbaud n'a pas porté plainte contre Verlaine. Et puis, c'est seulement devant l'acharnement de Verlaine qu'il finira par le faire. Après avoir passé l'hiver dans sa ferme de Roche, voilà Rimbaud de retour à Londres en compagnie du troisième comparse, si je puis dire, et dont je n'ai pas encore parlé, c'est Germain Nouveau, un ancien du cercle zutique.
Verlaine, dans un acharnement qui témoigne quand même de la profondeur de son addiction, finira par aller retrouver Rimbaud nettement plus tard, à Stuttgart. Et désormais, on peut dire que pour Arthur Rimbaud, la poésie est une phase achevée de son existence. Il est devenu un voyageur, un homme en prise avec le monde et qui va le prouver, puisqu'à partir de là, on pourrait presque parler d'un globe-trotteur. Je vais, en quelques mots, vous résumer la carrière de voyageur d'Arthur Rimbaud dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous nous parlez d'Arthur Rimbaud, le poète qui n'a pas été que poète, il a aussi beaucoup voyagé. Et oui, on le voit, il devient difficile de le suivre. Il fait d'abord un voyage en Écosse, il fait toujours des séjours intermédiaires dans sa ferme natale, il revient au pays. Au passage, il lui arrive très fréquemment de passer par Paris. Je dis cela parce que parmi ceux qui contestent la réalité, l'authenticité de la photo de Rimbaud, on nous dit mais il n'était pas à Paris à cette époque. Il n'a pas cessé d'y passer à Paris, justement, en transit, si je puis dire. Alors, il va accomplir 4 ou 5 fois des retours au pays natal, et à chaque fois, il apprend, on peut dire qu'il se mêle à la population, il vit véritablement la vie quotidienne des gens. C'est un homme qui s'intéresse aux mœurs, qui s'intéresse aux langues. Dites-vous qu'il s'initiera à l'anglais, à l'italien, à l'allemand, au grec, au russe, à l'arabe même. Je cite Gérard Bauer, le voilà donc en Allemagne, puis en route à pied à travers l'Italie vers les Cyclades, de retour en France, engagé parmi les carlistes en Andalousie, puis dans l'armée coloniale hollandaise pour 300 florins. Un bateau le conduit à Java. On est là en 1876, si je ne m'abuse. Il déserte, se cache dans l'île et pour regagner l'Europe, se fait marin sur un cargo anglais. Et quel navire! Le bateau ivre, c'est le cas de le dire, qui contourne l'Afrique, manque de se perdre au cap de Bonne-Espérance et suit tempête sur tempête. Et chemin faisant, nous dit l'auteur, on croise devant Sainte-Hélène et Rimbaud, au souvenir de l'empereur, prétend visiter l'île et se jette à l'eau pour la rallier à la nage. On le repêche, on le dépose un mois plus tard en Norvège. Alors, il continue. Il y a une sorte de fuite permanente chez Arthur Rimbaud qui, dès l'année suivante, se retrouve en Asie mineure. Il veut aller en Asie mineure, il fait route à pied jusqu'à Vienne. À ce moment-là, il se fait voler et il n'a plus un sou sur lui, donc on l'expulse et le voilà de retour en Hollande. Alors il passe par Marseille, Alexandrie, Rome, l'Égypte, Chypre. On le voit dans un certain nombre de ports de la mer Rouge et c'est là-bas qu'il va finalement s'installer. Vous savez qu'il ouvre un comptoir en Abyssinie et que pendant 3 ans, il va accomplir son métier de pourvoyeur et d'échangeur. Il fixe des pistes qui avant lui n'existaient pas, et finalement il ira jusqu'à s'improviser fournisseur d'armes de Ménélique à l'occasion de la guerre entre l'Égypte et l'Éthiopie. On suit dans la correspondance de Rimbaud, qui est devenue une correspondance tout à fait, tout à fait froide, tout à fait formelle. On suit l'état de son négoce, de ses relations avec le Négus, et pendant 5 ans encore, il va explorer cette région de l'Abyssinie où il fait si chaud, de cette région très très aride, extrêmement difficile, bien entendu. En février 1891, à Harare, il se sent mal au genou et bientôt, comme le mal ne fait qu'empirer, il doit liquider ses affaires. Il frette une caravane pour gagner Aden. Et là, il se fait construire une civière sur laquelle 12 jours durant, on va essayer de le brinque-baller à travers le désert. Alors un désert brûlant, mais où ne manque pas de temps en temps des pluies absolument diluviennes. Vous imaginez les souffrances terribles. Il finira par trouver un bateau et on le débarque à Marseille, où à l'hôpital de la Conception, on diagnostique un cancer du genou. Il va falloir lui couper la jambe. La fin d'Arthur Rimbaud est terrible à Marseille. Il va mettre 3 longues semaines à mourir dans des souffrances terribles. À la fin d'octobre, il est complètement épuisé. Il se confie à Dieu. Et le 10 novembre 1891, nous dit Gérard Bauer, à l'âge de 37 ans et 20 jours, après avoir dicté à sa sœur une suprême rêverie, il meurt enfin. Il meurt après une sorte de seconde vie qui ne ressemblait pas du tout à la première, mais qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas moins intéressante. Bonjour Jean-Pierre Guénaud. Bonjour.
Alors, cette photo, vous la connaissez, bien entendu, vous l'avez vue. Je pense qu'on doit pouvoir dire qu'elle a été prise entre 1879 et 1880, à peu près. C'est-à-dire qu'on est 5 ans environ après le fameux profil esquissé par Delahaye en 1875. On est quelques années avant le célèbre portrait de Rimbaud dans un jardin de bananes, au Harare, et peut-être quelques mois seulement avant cette photo qui a été retrouvée récemment et qui le représente les traits émaciés sur le perron du Grand Hôtel de l'Univers à Aden. Je vous ai dit tout à l'heure que le photographe Alexandre Clément Crillon s'était installé au 36 de la rue Vivienne, adresse qui figure sur le carton en 1884. Si la photo date de 79 ou 80, il faut imaginer tout simplement que celle dont nous disposons est un retirage. Bien entendu, ce n'est pas le cliché original. Mais ça n'en est pas moins un cliché inédit sur lequel nous revenons avec vous dans un instant. Arthur Rimbaud, chanté par Léo Ferré avec ce poème Ma Bohème. Ces gouttes de rosée à mon front. Ouais, oui. Que de souvenirs. Très beau poème, effectivement. Arthur Rimbaud, vous nous en parlez, Franck Ferrand, cet après-midi avec votre invité, Jean-Pierre Guénaud, écrivain et historien, qui nous parle des 2 vies d'Arthur Rimbaud. Comme un bain de vigueur. Alors, évidemment, il y a le Rimbaud poète, ça personne n'en dit ce qu'on vient. C'est certain, Jean-Pierre Guénaud. Et j'ai raconté dans la deuxième partie de ce récit la période poétique de la vie de Rimbaud. Mais il y a une autre vie de Rimbaud, c'est cette existence de voyageur qui a l'air de fuir on ne sait quoi à travers la planète entière, qui est toujours par Mons et par Vaux. Cette deuxième vie, on la connaît maintenant, on la connaît même de mieux en mieux, car plusieurs biographes s'y sont penchés de très près. On a l'impression que certains ne veulent pas la voir néanmoins. C'est d'autant plus paradoxal que c'est un raccord avec sa première vie. Il y a peut-être eu 3 vies de Rimbaud. Parce qu'avant la lettre du voyant, vous l'avez dit tout à l'heure, Franck Ferrand, Rimbaud est un fugueur. Et toute sa vie n'est qu'une longue fuite, n'est qu'une fugue à répétition. Il y a quelqu'un qui a tout résumé à propos de Rimbaud et de quelques autres. C'est cette phrase absolument magnifique de François Mauriac. L'horrible et sublime destin de Baudelaire, de Verlaine et de Rimbaud tient dans le don effrayant de ne pouvoir vieillir. Ben voilà, tout est dit. Et ce don effrayant, eh bien, il fait qu'aujourd'hui, à chaque fois que quelque chose de neuf apparaît sur Rimbaud, qui nous projette évidemment dans son âge adulte, et qui remet en question le mythe qui est quasiment réduit à l'état de momie. On a fini par momifier Rimbaud. Alors là, il y a tout un tas de gardiens du temple qui se manifestent. Et ce qui est merveilleux, c'est que les protestations que vous avez essuyées lors de la publication de l'article de Paris Match, on a assisté au même en 2010. Parce que la photo découverte par notre ami Carlos Loresh n'est jamais que la 10e vision de Rimbaud. Oui, bien sûr. La 9e, c'était celle qui a été découverte en 2008. Elle a produit, maintenant elle est totalement attestée, mais il a fallu 2 ans de bagarres, de coups de gueule gigantesques et de choses incroyables. Alors, mettons les choses au pire. Imaginons que cette photo ne soit pas authentique, je la crois authentique. Mais c'est merveilleux. À chaque fois qu'on remet en question les idoles, les icônes. Et en 2010, il y avait un autre titre qui résumait tout, Rimbaud, la photo infidèle à l'icône. Et ben voilà. Et cette photo est également infidèle à l'icône. Il y a quand même des petits points communs avec la photo de Carja, parce que déjà sur la photo de Carja, où Rimbaud a 16 ans, il a un petit peu des bajoux de hamster. Et ces bajoux légères, on les retrouve chez un homme peut-être photographié quand il avait 21 ans lors d'un de ses passages à Paris, chez un homme qui peut très bien à un moment donné s'être un peu engraissé, mais ça aussi on n'admet pas. Rimbaud, c'est un bourgeois révolté, c'est un bourgeois, il faut pas l'oublier, il a été dans les meilleures écoles, il a eu une éducation totalement religieuse, il sait tout des évangiles, bref, tout ça jure avec l'image qu'on en a donnée. Et alors, sublime révolté adolescent qui jonglerait avec la vie comme avec les mots et qui déstructurerait tout ce qu'il touche en quelque sorte. Oui, absolument. Et alors ce qui est merveilleux, c'est que tout ce qui concerne Rimbaud peut être remis en question. C'est pour ça qu'une photo comme ça, parce qu'elle est une source de questionnement, de remise en question, est quelque chose de formidable. Elle m'a paru très intéressante cette photo justement. Elle contribue à réveiller la momie et à casser les mythes qui figent, qui vitrifient les choses. Prenons un exemple tout simple. La sexualité de Rimbaud. Bon, évidemment, il y a son homosexualité, mais Rimbaud comme Verlaine ont un point commun.
Au départ, l'un et l'autre sont hétérosexuels. Les femmes sont beaucoup plus présentes qu'on ne le pense dans l'œuvre de Rimbaud, autant par le biais de sa mère que par le biais de ses sœurs, que par le biais de sa femme, puisque quand il partage sa vie entre l'Abyssinie, qui est l'Éthiopie aujourd'hui, et puis le Yémen, de part et d'autre de la mer Rouge, il va exhiber pendant 3 ou 4 ans une femme, une Éthiopienne, une Abyssinienne. Vous avez apporté sa photo, justement. Oui, ça n'est pas très radiogénique, mais alors elle est magnifique. Il avait beaucoup d'avance sur sublime, tout son simplement. temps. Oui. Vous voyez aujourd'hui les athlètes éthiopiennes qui sont belles, grandes, élancées, magnifiques. C'était tout à fait le cas de Mariam, qui était une jeune abyssinienne chrétienne. On le sait car on trouve une petite croix sur les photos qui ont été prises d'elle. Alors, Rimbaud sort, exhibe, revendique son épouse pendant 3 ans. Donc ça jure un petit peu avec certaines choses qu'on peut avoir en tête. Prenons le cas de Rimbaud et de la religion. C'est pareil. Et là, on est en plein dans la problématique. Rimbaud est une sorte d'anti-dieu, c'est une sorte d'ange maudit, c'est une sorte d'ange noir en quelque sorte, qui est en quelque sorte un peu comme Sade, en rivalité avec Dieu. Et Dieu est tellement présent dans son œuvre en creux que d'une certaine façon, Rimbaud vit une sorte de foi en creux, en se rebellant. Dieu, parce qu'il se rebelle contre lui, tient une telle place dans son œuvre qu'au bout du compte, c'est comme chez Sade. Il est très présent, il est presque trop présent. Voilà. Tout ça est intéressant. On est à une époque, il faut le dire, ces années 1870, qui sont des années de remise en question générale qu'on trouve dans tous les domaines. Politique, le plus important, bien entendu, mais aussi dans les domaines les plus inattendus. Alors, en art, c'est une évidence. Je ne parlerai pas des impressionnistes et de la naissance d'une nouvelle forme de peinture, bien entendu. Autre forme de déstructuration. N'est-ce pas ? Et c'est le cas de la poésie. Et là, de ce point de vue, Verlaine, d'ailleurs, n'est pas en reste sur Rimbaud, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Verlaine est même le maître. Et puis, il faut rappeler ce qui s'est passé. La société est bloquée depuis les enfants du siècle, depuis les romantiques. Les romantiques, une première fois, essayent de faire sauter le bouchon. Ils n'y arrivent pas. La société est totalement verrouillée. Elle a bien des points communs avec la société que nous vivons aujourd'hui, à cette aube du 21e siècle et du 3e millénaire. Elle est entre les mains des spéculateurs, des financiers, des juristes. Et relisons Zola. Oui, relisons Zola. Et les intermittents de la poésie, que sont des gens comme Verlaine et Rimbaud, sont désespérés. Car sur le plan politique, tout est bloqué. Alors évidemment, le passage de Napoléon III lorsqu'il arrive aux affaires est terrible parce qu'il verrouille tout. Et même après sa chute, d'une certaine façon, politiquement parlant, la société restera bloquée quasiment jusqu'à la Grande Guerre. Il faut rappeler que Rimbaud est très moderne. Il faut rappeler qu'il n'y a que 2 ans qui séparent la naissance de Rimbaud et de Pétain. Pétain nous est très familier. On pense pas à ça. On voit Rimbaud comme un homme du 19e siècle, mais pourtant, il est mort très jeune. Il aurait pu être, s'il était mort à un âge normal, il aurait pu être un homme du 20e, évidemment. Et alors, comme la société est verrouillée, la seule façon de faire tout sauter, ce sont les arts, les techniques, la culture. Et tout va être bouleversé. On va assister à une gigantesque explosion. Les romantiques, les Musset, les Hugo n'y sont pas vraiment arrivés. Les maudits remettent les choses sur le tapis, recommencent, et ce qu'ils n'arriveront pas à faire sur le plan politique, ils vont arriver à le faire. Et sous l'influence de Verlaine, qui est un des rares poètes que Rimbaud ne dénonce pas dans la lettre du Voyant, dans la lettre à Paul de Meunier, il revendique Verlaine, il revendique Baudelaire. Eh bien, on peut dire que l'un et l'autre vont refonder la poésie, vont créer en quelque sorte la poésie moderne, et c'est très troublant de lire certains textes, certains poèmes écrits par Verlaine en captivité. Il y en a un, quand vous le gommez, l'art poétique, si vous faites croire à vos interlocuteurs qu'il s'agit d'une définition de l'impressionnisme, ça marche. C'est d'une certaine façon, exactement la même chose. Oui, c'est la correspondance, d'une certaine manière. Alors, avec vous, Jean-Pierre Guénaud, dans un instant, nous allons revenir sur le génie propre de Rimbaud, bien entendu, sur cette écriture phénoménale. Et puis, nous en profiterons pour évoquer un certain nombre de figures qu'on évoque peut-être un peu moins souvent lorsqu'on parle de lui. Je parlais de Delay tout à l'heure. Il faut parler de Germain Nouveau aussi, des noms que j'ai simplement évoqués tout à l'heure et qui doivent nous renseigner un peu plus sur le personnage. Un extrait du Requiem de Charles Gounod à l'instant sur Europe 1, et cet après-midi, nous vous parlons avec Franck Ferrand et son invité Jean-Pierre Guénaud, écrivain et historien,
du poète et voyageur, on l'a vu, Arthur Rimbaud. Oui, Arthur Rimbaud, qui se définissait lui-même comme le jeune homme dont l'œil est brillant, la peau brune, le beau corps de 20 ans qui devrait aller nu et que les gens voudraient continuer à voir comme ça, d'une certaine manière. Et voilà que quelques clichés, car il n'y a pas seulement la photo de Carlos Lerech, un certain nombre de clichés depuis quelques années nous donnent à voir un autre Rimbaud. Et voilà ce qui dérange, Jean-Pierre Guénaud. Oui, puis il faut relire tout simplement ce que dit Rimbaud dans Mauvais sang, quand il justifie sa fuite, sa fugue ultime. Je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons, les climats perdus me tanneront. Nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout, boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant, comme faisaient ses chers ancêtres autour des feux. Je reviendrai, avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. Maintenant je suis maudit. J'ai horreur de la patrie. Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre, sur la grève. Voilà. Et l'ivresse des sens et de l'expérience. Alors c'est très intéressant d'analyser l'évolution respective de Verlaine et de Rimbaud. Verlaine a connu ce que Rimbaud ne connaîtra jamais, n'a jamais vraiment connu. Verlaine a connu le grand amour. Il faut rappeler que jusqu'à 17 ans, Verlaine, pour aimer, pour faire l'amour, doit sortir de l'argent tellement les femmes le trouvent laid. Parce qu'il faut dire qu'il est disgracieux. Voilà, oui. Il est très disgracieux. Et il a un tel besoin de sensualité que son évolution vers sa bisexualité est tout à fait naturelle, car les jeunes éphèbes, il ne leur déplaît pas. La virilité qu'indisposent les femmes est plutôt un atout par rapport à eux. Mais il y a une jolie fée penchée sur le berceau de Verlaine, c'est sa cousine, Élisa Moncomble, adoptée par sa mère. Donc voilà, il faut rappeler, elle a mis 13 ans à avoir un enfant viable. La petite enfance de Verlaine, je ne rappelle pas que c'est une cohabitation avec les avortons, les fœtus de ses petits frères et sœurs. Et puis il y a cette petite fille penchée sur son berceau, sa cousine Élisa, qui devient la jeune fille penchée sur son enfance, puis la jeune femme penché sur sa jeunesse. Il en était perdument amoureux. À l'époque, le destin des femmes ne leur appartient pas. Les plus beaux poèmes que nous avons appris à l'école, au lycée, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, j'ai tout revu, l'humble tonnelle, ont été écrits pour Élisa Moncomble. Malheureusement, elle meurt en mettant en couche son 3e enfant. Il serait peut-être passé quelque chose ultérieurement, mais le problème ne se pose plus. Rimbaud n'a jamais connu ça. Jamais. Jamais. Et Rimbaud, au cours de ses fuites, ses fugues, a fini par déboucher sur une certaine forme d'ennui. À un moment donné, il écrit à sa sœur, il n'a eu qu'une envie, c'est de rentrer, c'est de se ranger, c'est de se marier. C'est quelque chose en même temps qui est assez désespérant, parce que cette quête ne lui fait rencontrer que l'ennui. Et le cheminement de Rimbaud, il est très clair. Rimbaud va d'abord devenir misogyne, puis progressivement totalement misanthrope. Il a un point commun avec Céline. Le vrai problème de Céline, c'est que Céline, n'aimant pas l'humanité, n'arrive pas à s'aimer. Il se déteste, Céline. À la fin de sa vie, dans ses lettres, il règle leur compte à tous les écrivains de son temps, et le dernier auquel il va régler son compte, c'est lui-même. Oui. C'est lui-même. Il se passe la même chose avec Rimbaud. Il a du mal à s'aimer parce qu'il n'aime pas l'humanité. C'est un désespéré. Et ça traduit un besoin de l'autre irrépressible. Mais d'une certaine façon, je est peut-être un autre, mais d'une certaine façon, Rimbaud n'a jamais véritablement rencontré l'autre. C'est sa tragédie. Lorsqu'il rencontre Verlaine, il est quand même confronté à celui qui est pour lui la source de l'art. Oui. Ça, c'est quand même... Oui, qui est son maître, parce que le premier qui est touché à l'impair, quand l'imprécis au précis se joint, etc., c'est quand même Verlaine. Et évidemment, là, le mythe Rimbaud est tellement fort qu'il a un petit peu éclipsé ce rôle. N'oublions pas, rétablissons à chacun son rôle naturel. Si et puis il faut aller plus loin. Il faut rappeler que c'est grâce à Verlaine que les Illuminations ont été publiées, parce que Rimbaud s'en est totalement désintéressé. Rimbaud, après avoir écrit Une saison en enfer, va descendre aux enfers. Le problème, c'est qu'on revient rarement des enfers. Il y a un rapport de domination de l'un à l'autre. Et paradoxalement, c'est le jeune homme tout simple qui va dominer le grand poète établi. Non, parfois sans une certaine perversité. Rimbaud se définit lui-même dans ses commentaires autobiographiques comme une petite crasse. On dirait aujourd'hui une petite frappe.
Et il y a bien un peu de cela. Verlaine, à certains égards, est une victime. J'ai écrit il y a quelques années un Verlaine emprisonné chez Gallimard. Je pourrais un jour écrire un Rimbaud emprisonné. Oui, L'un et ce l'autre n'est pas la même prison. Ça n'est pas la même prison. Les tentatives pour en sortir se ressemblent parfois. Il y a par exemple l'alcool chez Verlaine. Il y aura un certain nombre de stupéfiants chez Rimbaud. Mais cette fuite toujours chez Rimbaud. Cette fuite et la cage reste là en permanence. La seule clé qui fonctionne chez l'un comme chez l'autre. C'est pas la religion. Il y a la tentation de la religion chez Verlaine. Non, c'est la muse. C'est la muse, c'est la poésie. C'est cette déstructuration que vous évoquiez tout à l'heure, cette poésie, cette alchimie. Ce sont des fulgurants, ce sont des voyants, ce sont des alchimistes. Et c'est là qu'ils vont faire cette fameuse révolution qui, sur le plan politique, leur est interdite. Comment appréhende-t-on la figure de Rimbaud? Quels sont les grands témoins qu'on peut rencontrer? J'ai cité Delahaye plusieurs fois, il faut peut-être en dire un mot. Vous évoquiez Delahaye, vous évoquiez Germain Nouveau. Il faut se méfier un peu de sa famille parce qu'on sait que sa sœur, qui a épousé un certain Paterne Berrichon, a essayé de manipuler les choses. C'est très curieux. Le mythe est tellement fort que les contempteurs, les détracteurs de Rimbaud essayent toujours de nous imposer une sorte d'image, une sorte de roman national à son égard. Ça, c'est très dangereux. C'est pour ça que la photo publiée par Carlos Lerech est salutaire. Elle est le vecteur de la remise en question. Et tout ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui aux gens qui réfléchissent, aux gens qui pensent, c'est la remise en question. Si nos religions vont mal, si notre spiritualité va mal, c'est parce que les gens figent leur raisonnement, les momifient. Et quand ils ont des problèmes pour retrouver des valeurs, pour retrouver des points de repère, ils ont tendance à se raccrocher à de mauvaises branches. Voilà. Alors surtout, ne momifions pas Rimbaud. Mais profitons-en pour ne pas momifier non plus Verlaine, du reste. Oui. Dont on a gardé somme toute qu'une toute petite partie de la vie et de l'œuvre. Oui, c'est très injuste et c'est la raison pour laquelle je n'en ai rien fait encore, mais j'ai essayé d'imaginer ce qu'aurait pu être une dernière rencontre. Oui, c'est-à-dire que en fait, Rimbaud est très malade, est en train de mourir à Marseille. Oui. Que fait Verlaine à cette époque? Verlaine est dans ses hôpitaux, c'est sa seconde prison. Il a passé 2 ans dans ses prisons belges après avoir tiré sur Rimbaud, et là il est dans la prison des hôpitaux. Quand le médecin légiste a examiné le corps de Verlaine après sa mort, il a trouvé 6 causes de mort terribles. Il était syphilitique, il était cirrhotique, il était diabétique. Il a eu beaucoup de chance de ne pas être amputé. C'est étonnant de penser que ces 2 hommes aux semelles de vent seront partis avec des semelles de plomb. Rimbaud amputé avec son cancer du genou, Verlaine qui marchait avec des cannes, qui était un grand infirme à la fin de sa vie. Mais 1 semaine avant la mort de Rimbaud, Verlaine a eu 1 semaine de rémission. En réalité, il est revenu... Aurait-il pu se dire alors? Voilà, c'est ce que vous avez imaginé. Vivre en Garnie à ce moment-là avec les vieilles prostituées qui n'étaient pas sans lui concéder quelques gâteries, ce qui prouve qu'il est resté hétérosexuel jusqu'à la fin de sa vie. Il aurait très bien pu, les trains le permettaient à l'époque, faire l'aller-retour à l'hôpital de la Timone, qui est baptisé comme ça maintenant, où était Rimbaud. J'ai imaginé une ultime rencontre, un dernier rendez-vous entre les deux, car le problème, c'est que quand on regarde la façon dont leurs rapports se sont distendus, avec ensuite la fugue décisive de Rimbaud, ils n'ont jamais pu se dire ce qu'ils n'ont jamais osé se dire, en fin de compte. Et j'ai essayé de l'imaginer en reprenant à 70% leurs propos, parce que quand vous prenez ce que chacun raconte dans son œuvre, ou ce que chacun raconte à d'autres à travers certaines correspondances, ou à travers sa poésie, ou à travers les lettres, vous arrivez à reconstituer ce qu'ils ne se sont jamais dit. Je pense que Rimbaud, qui avait été très jaloux de Mathilde, ils avaient 17 ans l'un et l'autre, la jeune épouse de Verlaine. L'épouse de Verlaine. Mais je pense que Rimbaud aurait très très mal supporté le personnage d'Élisa, ce que lui n'a jamais eu la chance de vivre. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Verlaine a été fou amoureux d'Élisa, certes, mais il a aussi été fou amoureux d'Arthur, incontestablement. Bien sûr, et de Mathilde. C'est le paradoxe, c'est un grand aimant, c'est un grand sensible, Verlaine. Il aime tout le monde, seul l'alcool le rend monstrueux. L'alcool, il a le vin mauvais. Il est capable de violer sa jeune femme Mathilde quand il rentre le soir avec son métier de fonctionnaire à la mairie de Paris. Il est capable de jeter son fils dans ses langes, de le projeter contre un mur. Il peut être totalement monstrueux. Mais en même temps, quand l'alcool se dissipe,
c'est un grand faible, c'est un grand tendre, c'est un grand velléitaire, et ça ne fait qu'accroître la fragilité de Verlaine. Merci beaucoup Jean-Pierre Guénot. Vous nous avez démontré l'infinie complexité de ce monde Verlaine-Rimbaud, de cet univers, j'ai envie de dire. On est très loin, évidemment, des caricatures et des idées toutes faites. Et des clichés. Je vais lire, moi je n'ai pas encore lu votre pièce, Le Dernier Rendez-vous, donc sur cette ultime rencontre entre Verlaine et Rimbaud. Je pense que ça réserve des surprises. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler à ce même micro. Pourquoi pas? Il faudrait peut-être finir sur la photo quand même. Vous y croyez? Tout le monde aura compris que vous êtes convaincu, vous, qu'il s'agit bien de la photo de Rimbaud. D'autant plus qu'il faut rappeler qui était Jacques Guérin. C'est le collectionneur qui a acquis le manuscrit original d'Une saison en enfer. Oui, d'ailleurs. Et dans ce même album, notre ami Carlos Lerèche a eu d'autres surprises. Il y a visiblement dans cet album quelques photos inédites de Verlaine, quelques photos inédites de Proust, oui. Et j'en oublie quelques autres. D'autres, oui. Vous savez, tous les bibliophiles, tous les amateurs de manuscrits et de traces connaissent l'incroyable réputation de Jacques Guérin. Oui, extraordinaire. Mais c'est une occasion de saluer sa mémoire et de saluer Carlos Lerèche. Merci beaucoup Jean-Pierre Guénot. Nous reparlerons peut-être un jour du Dernier Rendez-vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, pour vous, c'est une question de Jean-François sur le site europe1.fr. Il voudrait savoir d'où viennent les noms de la Floride et de la Californie. Alors la Floride, c'est très facile, si je puis dire. Hein. Cette péninsule du continent américain située au nord-ouest de l'arc caribéen, son nom lui a été donné par un explorateur qui s'appelait Juan Ponce de León. On est en avril 1513 et avril, il arrive le jour de la fête de Pâques. En espagnol, Pascua Florida, les Pâques fleuries. Et donc Floride, ça vient de Florida, c'est la fleurie si vous préférez en espagnol. Bon, ça va. Alors la Californie, c'est une autre histoire. La Californie, on n'en sait rien pour tout vous dire. Certains disent ça vient d'un mot indien qui a été peu à peu déformé par les conquérants européens. D'autres nous disent que Californie, ça viendrait de California, une terre imaginaire où régnait la reine Calafia, une terre dont il est question dans un roman de chevalerie. On est dans l'époque, vous savez, des romans tardifs de la chevalerie médiévale. C'est un Espagnol, García Rodríguez de Montalvo, qui a écrit ce roman à la toute fin du XVe siècle, et c'est de là que viendrait le nom de Californie, California. Et puis il y en a encore d'autres qui disent que ça vient du latin calida fornax, la fournaise ardente, pour évoquer le climat très chaud de la région. Je n'ai pas d'avis sur la question, vous avez le choix entre les trois hypothèses.